Bonjour et bienvenue au webinaire du Club des jeunes business leaders intitulé L'industrie à l'heure du Covid-19, comment le secteur culturel se réinvente-t-il? Donc on est ce soir en présence d'Edilia Gens qui est directrice de Fedora. Bonsoir Edilia. Bonsoir. Alors je me présente rapidement, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, mais je m'appelle Mariam Saad et je travaille au service membres et événements à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Et je suis également en charge du Club des jeunes business leaders. Ce soir, à nos côtés, il y a aussi Silke Kunstrach qui travaille dans le même service et qui est aussi qui va nous apporter un support technique pendant ce webinaire. Donc, je tenais au nom Bonsoir. de la Chambre. Bonsoir Silke et bonsoir Emilia. Et du coup, je tenais au nom de la Chambre et à Fedora, de vous remercier d'être présents ce soir. Je vais profiter de ce moment un petit peu en attendant que les gens finissent de se connecter pour vous présenter le Club des jeunes business leaders et vous donner un petit peu, avant de donner la parole à notre intervenante Edilia. Alors, pour introduire le club, je dois vous présenter en quelques mots ce qu'est la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Elle existe depuis 1955 et c'est le premier réseau franco-allemand au monde avec 850 membres. Elle propose divers services comme le juridique, environnement, développement commercial, formation, foires et salons. Et elle est la représentante officielle des sociétés allemandes en France. Et au même moment, en parallèle, les Wirtschaftsjunioren Deutschland, qui sont un cercle de jeunes professionnels, ont en fait été créés en Allemagne au sein des chambres de commerce et d'industrie régionales, ce qu'on appelle les IHK. Et des clubs similaires ont vu le jour ensuite dans les chambres de commerce allemandes présentes à l'étranger, c'est ce qu'on appelle les AHK. Donc aujourd'hui, les Wirtschaftsjunioren Deutschland comptent 10 000 membres partout dans le monde. Et c'est ainsi qu'en 2014, en fait, pour les 60 ans des Wirtschaftsjunioren Deutschland, le club des jeunes business leaders en France, ou Wirtschaftsjunioren Frankreich, a été créé sous l'égide de la Chambre. Donc ce club, il s'adresse à de jeunes entrepreneurs, des managers, des cadres, des dirigeants actifs qui ont entre 23 et 40 ans et qui sont présents sur le marché franco-allemand ou qui y portent un vif intérêt. Et donc, le but de ce club, c'est d'animer la communauté franco-allemande des jeunes professionnels via des événements de networking réguliers. Il faut savoir que les jeunes business leaders sont aussi invités aux événements de la Chambre quand des politiques interviennent. C'était par exemple le cas le 7 février dernier pour le prix franco-allemand de l'économie qui a eu lieu en présence du ministre des Finances et de l'économie français, Bruno Le Maire. Il faut savoir aussi qu'en devenant membre du club des jeunes business leaders, vous pouvez profiter des avantages du réseau des Wirtschaftsjunioren Deutschland et de rencontrer ces membres-là et assister d'ailleurs à leur événement lors d'un déplacement professionnel par exemple. Donc si on regarde la carte suivante, Zilke, est-ce que tu peux changer de... Merci. On voit que les Wirtschaftsjunioren Deutschland, finalement, ils sont présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et que si vous faites un déplacement professionnel à Tokyo, par exemple, ben, vous pouvez rencontrer les Wirtschaftsjunioren japonais. Donc c'est plutôt un beau réseau et une belle opportunité. Si on passe à la slide suivante, je vais vous montrer très rapidement, brièvement, les sélections, un petit peu une sélection d'événements auxquels les jeunes business leaders participent. Donc, en haut, à gauche, il y a un événement à Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde. Mais il peut y avoir des événements plus conviviaux, comme par exemple l'Oktoberfest à Paris, ou alors des conférences avec des intervenants prestigieux et intéressants, comme par exemple ici sur la photo Jean-Dominique Giuliani. C'était lors d'une conférence sur les enjeux européens à l'heure du traité d'Aix-la-Chapelle. Donc ça, c'était un exemple d'événement qui a eu lieu en 2019. Et sur la slide suivante, on va voir un petit peu les événements qui se sont déjà passés en 2020. Donc, il y a eu un workshop sur le design thinking. Donc, les workshops permettent, comme vous le savez, de développer les compétences de chacun. Mais il y a aussi des événements plus culturels, comme par exemple ce soir, ou lors de la visite de la maison de la radio. On organise souvent aussi des événements pour échanger sur des retours d'expérience, comme avec Annette Burgdorf, qui était coach et journaliste,
ou plus récemment, pour ceux du club qui ont assisté au dernier événement du club, lors du webinaire sur le management interculturel avec Marc Brunstein, qui était directeur général de Fairchild Engineering France. Donc, si vous avez des questions sur le club, je vous laisserai mes coordonnées à la fin de ce webinaire. Et je reviens désormais au vif du sujet de ce soir pour vous introduire une jeune business leader et intervenante, Edilia Gaines, qui va nous parler un petit peu de l'industrie culturelle. Donc, on peut passer à la slide suivante. Fedora, donc, c'est le cercle européen des philanthropes de l'opéra et du ballet. Et c'est une organisation à but non lucratif engagée à soutenir et à contribuer à l'avenir de l'opéra et du ballet. Et l'association a été fondée en 2014 à Paris sous la présidence de Jérôme François Tizenis et elle est dirigée actuellement par Edilia Gaines, que vous connaissez. Elle va nous parler du coup de l'industrie culturelle en cette période de Covid-19. Et aujourd'hui, face aux défis sans précédent de la pandémie, la communauté philanthropique se mobilise pour transmettre un message d'espoir et de solidarité à son réseau de 95 maisons d'opéra, de festivals et de compagnies de danse. Et avant de laisser la parole à Edilia, on a une petite question à vous, les participants. On aimerait savoir, pendant le confinement, si vous avez bénéficié de l'expérience digitale du spectacle vivant et si oui, à quelle fréquence. Donc là, normalement, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec la question que je viens de vous poser et vous pouvez sélectionner une réponse, oui régulièrement, oui une fois ou non. Je vous laisse voter. Donc 69% des personnes ont voté. C'est très simple. Une fois que vous avez voté, ça se referme automatiquement. Donc là, à 85% des personnes ont voté. Et Edilia, ces chiffres vont peut-être t'intéresser. 18% des personnes ont utilisé régulièrement l'offre digitale du spectacle vivant pendant le confinement. 18% ont aussi dit oui une fois. Et 64% ont répondu non, je n'ai pas utilisé l'expérience digitale du spectacle vivant. Donc c'est intéressant de voir que 18% l'ont utilisé régulièrement et que 18% l'ont utilisé une fois. Voilà, vous avez les résultats devant vos yeux. Edilia, maintenant je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes du coup l'industrie culturelle à l'heure de la crise du Covid-19. Comment le secteur culturel se réinvente-t-il? Merci beaucoup, Mariam, pour cette invitation et aussi à toi, Zilke, d'être avec nous et de nous proposer à nouveau cette possibilité de vous exposer un peu le monde de la culture. Et en effet, ça me touche personnellement aussi beaucoup d'être là ce soir en tant que membre des Jeunes Business Leaders depuis 6 ans déjà, il me semble, et le temps est passé tellement vite. Et je garde encore en très beaux souvenirs de la visite des jeunes business leaders en 2015 au Palais Garnier et la présentation que nous avons fait à l'époque de Fedora après une année d'existence. Donc maintenant, c'est intéressant de revenir 5 ans plus tard et de partager un peu avec vous ce que nous avons fait depuis et surtout comment le secteur est impacté par cette situation du Covid. Et avant de commencer, je voulais aussi m'exprimer au nom de notre président et notre conseil d'administration, de vous souhaiter que de la bonne santé dans cette période, de l'espoir et du courage pour les mois à venir. Nous sommes vraiment heureux de voir que il y a déjà une amélioration de la situation et nous restons optimistes pour le futur, tout en sachant que la prudence est importante et que les mesures seront respectées dans les différents secteurs, mais que petit à petit, on va se reconstruire et aussi se réinventer aussi en même temps. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler alors
des défis auxquels notre secteur doit faire face. Donc, on va passer à la première slide de la présentation. Voilà. Donc, comme vous avez pu constater aussi, peut-être aussi dans tout ce qui se passe dans les journaux et dans les news qui sortent tous les jours, le secteur du spectacle vivant et de la culture en général est un des plus touchés par les conséquences du Covid, étant donné que toutes ces institutions vont devoir rester fermées encore pour un moment, pendant que les autres industries peuvent, à fur et à mesure, réouvrir, heureusement. Et cela pose aussi des nouveaux défis pour ce secteur face à cette situation. Donc, ce que je voulais partager avec vous un peu, parce qu'on a vu déjà dans le sondage qui était fait que certains d'entre vous ont déjà pu bénéficier de certaines activités culturelles en ligne, mais quand même la plupart, si j'ai bien vu, n'a pas encore découvert tout cet univers d'inspiration, de créativité en ligne. Donc, déjà, on va passer à la deuxième slide. Voilà, donc une petite récapitulation de ce que je viens de dire. Les institutions à l'heure actuelle sont fermées. Il y a beaucoup de spectacles qui sont annulés et il y a une grande charge administrative qui est en train de se faire pour gérer les remboursements des places. Il y a beaucoup de maisons et des festivals qui essayent aussi de convertir ces achats de places avec l'accord de l'acheteur dans un don qui est déductible, qui permet aussi de quand même garder certains fonds pour la saison en cours. En même temps aussi, il y a des festivals qui sont par exemple organisés seulement pendant une certaine période de l'année, qui sont aussi annulés malheureusement, comme par exemple le festival d'Aix-en-Provence, le festival de Verbier, le festival de Pentecôte à Salzbourg. Donc c'est vraiment une situation très délicate et très sensible et triste pour toutes les personnes qui sont touchées par ces annulations, notamment les artistes, les freelances qui voient leur contrat annulé, et toutes les institutions culturelles sont en train de voir aussi comment trouver des solutions pour les artistes. Ce qui est aussi en plus, ce qui est un autre défi qui se rajoute, c'est que dans certaines situations, les équipes sont réduites, donc du coup, toute la charge de travail est gérée par des équipes avec moins d'effectifs. Donc aussi, la gestion de cette crise pèse sur certaines épaules et ça va être encore plus dur à surmonter cette difficulté dans certaines institutions. Et face à cette situation avec le Covid, bien sûr, on est bien conscient qu'il y a des grandes urgences actuelles, notamment venant du secteur de la santé, pour sauver des vies face au corona, le besoin aussi de masques et de solutions sanitaires pour pouvoir survivre cette situation catastrophique. Donc, on voit aussi qu'il y a une grande demande de dons nécessaires dans ces secteurs-là aussi. Où peut-être aussi on peut dire que c'est une priorité de notre société de garantir la situation sanitaire dans notre monde. Et en même temps aussi, l'intégration et le respect de toutes les régulations liées aux conditions sanitaires nécessaires pour opérer dans un milieu artistique sont aussi très difficiles à atteindre parce que il y a plein de choses qui font partie de la nature elle-même du spectacle vivant, comme fédérer des personnes dans une salle remplie par un public qui est assis côte à côte, ou un grand nombre de musiciens qui sont dans la fosse d'orchestre pendant la durée du spectacle. Donc, de mettre en place maintenant des mesures de distance peut aussi être très compliqué pour pouvoir livrer une œuvre de la même qualité et comme il faut, selon la partition. Voilà. Et aussi sur scène, même chose, c'est pas seulement les artistes sur scène ou les chœurs, mais aussi les techniciens derrière la scène, tout ce qui va en amont aussi dans les ateliers, toutes ces conditions les distances sociales, c'est pas évident dans un secteur qui vit d'être un secteur du spectacle vivant et où tout le monde travaille ensemble et le but, c'est de fédérer des personnes. Mais
après avoir exposé un peu cette situation, il y a quand même de l'espoir et on a vu très vite que l'ensemble de l'humanité s'est tourné vers la créativité en étant confinés chez nous, et aussi les artistes qui ont partagé aussi beaucoup de contenu inspirant avec nous. Et ça a aussi exposé des nouvelles formes de contenu et d'échanges entre les secteurs. Voilà, pardon, merci pour les slides, je saute un peu, on va au prochain slide. Et de ce que je viens de dire, vous avez aussi quelques chiffres sur l'impact financier aussi, que ça va être le résultat de cette crise. Et vous voyez aussi, tous les secteurs sont concernés dans la culture, le spectacle vivant, aussi tout ce qui est cinéma, aussi tous les événementiels liés par exemple à la littérature, les sites du patrimoine mondial. Vraiment, tout le monde est touché par ces conséquences. Et sur la prochaine slide, vous allez voir que the show must go online. Et donc, c'est ça ce que je viens de dire. Il y a beaucoup d'institutions qui sont en train de se mobiliser pour proposer un contenu en ligne. Donc, j'ai préparé quelques exemples pour montrer un peu cette diversité et inspiration qu'on puisse trouver en ligne. Donc, par exemple, Tamara Roche, qui est la directrice artistique du ballet, du English National Ballet à Londres, propose chaque matin des cours de danse qu'on puisse suivre en live, en direct, les matins depuis chez elle et qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est un programme extraordinaire qui est maintenant déjà en place pendant presque 2 mois et qui accompagne à la fois les professionnels, mais aussi les passionnés qui peuvent suivre ça et rester en relation avec cette forme d'art. Après, aussi dans d'autres secteurs, sur la prochaine slide, il y a aussi des musées qui sont très engagés à garder une expérience en ligne pour des expositions qui ne peuvent pas être visitées à l'heure actuelle. Et c'est notamment grâce à la technologie et le numérique qu'on puisse maintenant proposer des accès avec la réalité augmentée et virtuelle pour avoir par exemple accès à des visites en 360 degrés et de se balader sur les chemins comme là à Pompéi dans l'exposition au Grand Palais. Et il y a aussi des plateformes. Sur la prochaine slide, vous voyez, il y a Opera Europa qui a depuis plusieurs années déjà lancé une plateforme qui s'appelle Opera Vision, qui est aussi soutenue par la Commission européenne. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des streamings, des grandes œuvres lyriques et aussi chorégraphiques qui sont accessibles à titre gracieux sur ce site pour rendre ces formes d'art plus accessibles. Et on n'aurait jamais pensé qu'il y a quelques années, quand cette plateforme était lancée, qu'aujourd'hui, elle aurait une importance si grande pour le public pendant que les maisons sont fermées. Donc, c'est vraiment un endroit aussi où les maisons d'opéra peuvent partager leur enregistrement du grand répertoire, mais aussi des nouvelles créations et d'autres contenus sur le making-of et derrière les coulisses. Donc, c'est vraiment une plateforme que je recommande beaucoup, et Opera Europa est aussi un partenaire de Fedora. Et last but not least, étant donné qu'on parle du Wirtschaftsunion franco-allemand, on retourne à Paris. Les danseurs de l'Opéra national de Paris ont aussi co-créé une vidéo qui est très inspirante. Et je ne vais pas parler plus parce que les images disent plus que des mots, et je vous laisse regarder cette vidéo.
J'espère que vous avez tous profité de cette vidéo. J'espère que ça va fonctionner et surtout aussi avec le son. Mais ce qu'on peut dire peut-être maintenant, c'est depuis les dernières 5 minutes, toutes les gens qui ont coché non dans le sondage tout à l'heure ont maintenant vu une des créations accessibles en ligne et c'est vraiment un très très beau projet qui est aussi mené par beaucoup d'institutions culturelles et leurs artistes partout en Europe qui sont en train de créer des contenus très intéressants, très variés et très inspirants. Donc je vous invite vraiment à découvrir tout ce qui se fait en ligne et on trouve tout ça aussi sur notre site qui vous redirige vers les contenus de ces maisons d'opéra. Donc, sur cette mot d'espoir, je souhaite continuer la présentation et donc on va aller sur la prochaine slide. J'espère que tout le monde suit et voit les slides. On se pose maintenant la question, comment est-ce que ça va continuer? Comment est-ce que la situation va évoluer? Bien sûr, on ne peut pas prédire le futur à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a tellement de facteurs imprévisibles et il faut s'adapter jour par jour à une nouvelle réalité. Mais en fait, le Advisory Boards for the Arts a effectué un sondage sur les dernières semaines en posant les questions à tous ces dirigeants d'institutions culturelles dans le monde entier pour avoir une idée de comment ils voient les choses et comment ils se préparent pour la suite. Et sans aller trop dans les détails, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a même une incertitude sur la réouverture de certaines institutions. Il y a dans certains pays où les répétitions commencent peu à peu, dans d'autres il y a encore beaucoup de prudence parce que, par exemple, le pays se trouve encore dans un différent stade de virus. Mais bien sûr, tout le monde veut à un moment donné réouvrir. Il faut juste se rendre compte qu'ouvrir, ça veut dire qu'en amont, il faut aussi prévoir du temps pour les répétitions et les préparations de ces œuvres. Et ça nécessite notamment toutes ces mesures de précaution et de respect des restrictions sanitaires. Donc, pour continuer, on arrive sur la prochaine slide pour faire un pas en arrière un peu pour se demander d'où on vient en fait. Voilà, donc en fait, à l'origine, comme vous le savez tous, l'opéra, la danse font partie de notre héritage culturel, notamment européen, où ils ont eu leurs origines. Il y a certaines centenies. Et l'idée maintenant, c'est de se réidentifier en tant que culture pour la société d'aujourd'hui et d'être aussi un reflet de nos temps actuels, des sujets qui sont importants pour nous aujourd'hui et de voir aussi comment les artistes peuvent inspirer aussi la prochaine génération qui va venir. Donc, pour continuer sur la prochaine slide, on a préparé quelques chiffres pour vous donner une idée du secteur. Donc, normalement, quand il n'y a pas de Covid, il y a plus de 20 000 spectacles par an, toute l'année. Il y a plus de 650 000 fauteuils remplis dans les salles. Et il y a plus de il y a plus de 800 maisons d'opéra dans le monde entier.
Et ce qui est un facteur très important aussi dans le contexte économique, c'est que les maisons d'opéra sont aussi des employeurs. Ça veut dire qu'il y a en moyenne plus que 900 personnes qui travaillent dans ces institutions, dans le domaine artistique, technique, aussi dans l'administration. Donc, c'est aussi un grand secteur qui crée de la valeur pour notre économie. Et un point important aussi, c'est que la moitié de cette grand chiffre de maisons d'opéra est aussi en Europe, d'où l'importance de cette industrie pour nous. Et donc, sur cette slide, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que, comme vous le savez bien, il y a le grand répertoire des magnifiques œuvres, mais ce qui est assez étonnant en tant que spectacle, dans le secteur du spectacle vivant, que 3/4 de ces œuvres qui sont données sur les scènes internationales sont seulement écrits par 10 compositeurs. Donc, ce sont les grands compositeurs que tout le monde connaît, ce qui est un grand dommage à leur travail qui est extraordinaire. Mais ça pose aussi la question sur le futur. Et est-ce que les compositeurs de nos jours vont aussi pouvoir contribuer en tant qu'artistes à l'histoire de avec leurs œuvres pour aussi diversifier encore plus le répertoire qui est joué sur scène. Aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est que les spectateurs vont à peu près 2% de la population européenne va jusqu'à 5 fois par an voir un spectacle, ce qui est intéressant. Et à peu près 18% va au moins une fois par an. Et l'âge moyenne, c'est à peu près à 54 ans. Donc, on passe à la prochaine slide. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le modèle économique des maisons d'opéra, étant donné qu'on est parmi les membres de Wirtschaftsunion, on se pose toujours la question comment est-ce que ce système est financé, comment est-ce que les maisons d'opéra tournent par année. Et historiquement, il y a un modèle qui était, comme vous le savez bien, et en Allemagne et d'autant plus qu'en France, le modèle qui est historiquement financé par l'État. Donc, c'est les subventions de l'État qui permettent les maisons d'opéra d'opérer pendant l'année avec certaines ressources propres comme la billetterie ou d'autres sources de revenus. Par contre, ce modèle économique a beaucoup évolué ces dernières années et on se trouve maintenant avec un modèle plutôt intermédiaire, c'est-à-dire avec des ressources propres beaucoup plus importantes, l'État qui diminue malheureusement leur contribution, mais qui incite aussi les institutions de réfléchir à des nouveaux moyens pour, par exemple, lever des fonds, créer des partenariats afin d'établir leur budget. Et ça veut dire aussi que la valeur ajoutée de la billetterie et du mécénat devient de plus en plus importante. Et dans cette graphique, on constate aussi à quel point la billetterie joue aussi dans le budget. Donc, sachant maintenant, comme j'ai dit au début de notre présentation, tous les théâtres et maisons d'opéra ils sont fermés à l'heure actuelle, vous vous rendez compte de la perte des revenus et ce que ça peut représenter pour certaines maisons d'opéra avec ces graphismes-là. Voilà. Donc, on passe à la prochaine slide. Ça, c'était pour introduire les chiffres. Donc, en dehors de coronavirus, il y a notamment, comme j'ai dit, la recherche de nouvelles façons de financer les maisons d'opéra, leur travail artistique, leurs projets éducatifs, etc. Mais aussi de trouver des nouveaux publics, de toucher aussi des populations qui n'ont peut-être pas accès à ces institutions pour permettre aussi une introduction aux artistes et à la création à travers, par exemple, des écoles ou des partenariats avec d'autres associations. Et en même temps aussi de créer des liens avec des mécènes qui peuvent aussi cofinancer des projets spécifiques, peut-être plus niches, pour résoudre aussi certains besoins dans le secteur. Voilà. Et dans tout ce contexte aussi, l'émergence d'artistes émergents et des carrières du talent joue un rôle très important et qui nécessite aussi un soutien supplémentaire du secteur privé. Et alors, on arrive à la prochaine slide.
Et c'est dans ce contexte-là que Fedora se positionne. Donc Fedora, c'est une association, on est basé comme depuis 2014 à Paris, mais nous avons établi un réseau qui intègre à la fois des institutions culturelles, des maisons d'opéra, des compagnies de danse et des festivals, ainsi que des mécènes privés comme des particuliers, des entreprises, des fondations. On s'adresse également à un grand public et aux artistes qui créent des œuvres. Donc c'est vraiment un écosystème, une plateforme qui unifie, qui fédère tous ces différents publics. Et le but, c'est d'encourager l'innovation et la créativité dans le domaine de l'opéra et la danse, et avec 4 axes, notamment la visibilité des nouvelles œuvres et des artistes émergentes, d'encourager aussi des nouveaux publics de venir découvrir l'opéra et la danse, de permettre aux œuvres de circuler aussi à travers des coproductions ou des tournées à échelle internationale, et d'inciter aussi les maisons d'opéra à réfléchir à des modèles de financement. Et pour résumer tout ce que je viens de dire dans une petite vidéo, on va vous lancer une petite vidéo, vous montrer ça tout de suite. The Fedora initiative can be of immense significance in the development of opera. Fedora for me is the most exciting project currently and for the future years. It provides fundraising at the right time for the right people to reach the right audience. I think one of the things that we are feeling that we're very close to Fedora is that we're both trying to break old industries in an innovative way. Tradition is not the contrary of creativity. We have been fighting over 250 years to remain as updated as possible. We're happy with the direction that Fedora is taking to really be a new innovator in the European landscape of the arts. Fedora looks at new, and we just heard more crazy ideas on how to support emerging talent in Europe, how to reach other audiences. We need these talents to be given a platform. The most promising part of Fedora is the project of the platform, because it creates the digital infrastructure to reach wide audience, but also promote all the people who bring new art forms to audiences. Everybody can go to the platform and vote for their favorite project. It can be expanded as a pilot project to other fields and benefit the cultural sector in general. Today, Fedora includes in its membership 80 opera houses, ballet companies and festivals in 20 countries. We are very happy from the European Union to support Fedora platform. We are co-financing the platform with 2 million euros over the next 4 years. For us it's very nice to be a platform member because we get our international attention. We can also in the same time promote other companies. It's very important to enlarge the network of artists but also of the philanthropists, to get to know each other, to get acquainted. Let's see, there's this platform, there's this network, you can be part of it. They can get you acquainted with philanthropists who are very interested in your creative work. So it opens up the possibilities of working together in different countries. Voilà, donc ça vous a donné une petite impression de notre activité. Donc on passe à la prochaine slide. Donc, le but, c'est vraiment de créer des nouveaux modèles économiques et aussi de trouver des nouveaux publics pour l'opéra et la danse. Et sur la prochaine slide, vous faites la connaissance aussi de notre président qui a eu cette idée de lancer un concours dédié à l'innovation et la création. Et c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est d'identifier des projets novateurs, ce que nous faisons grâce à nos experts partenaires comme Opéra Europa, Plesio et le IMZ, qui ont une expertise dans leur domaine respectif pour repérer les talents de demain et les idées novateurs qui vont pousser en avant cette forme d'art sur scène et au-delà de la scène. Et sur la prochaine slide, vous allez découvrir notre
réseau. Donc, depuis ces derniers 6 ans, nous sommes très heureux de travailler maintenant déjà avec 95 institutions culturelles dans 25 pays. Ce sont tous des institutions culturelles dédiées à cette vision de renouveau sur scène et avec les publics et avec les modèles économiques. Et on s'adresse à la fois aux grandes maisons d'opéra nationales, mais aussi à des festivals ou à des institutions de production indépendants. Et c'est vraiment cet écosystème assez varié et divers qui crée la valeur de cet échange entre ces institutions. Ensuite, vous allez découvrir notre concours. Donc, nous avons commencé à l'époque, en 2014, avec 2 grands prix pour l'opéra et pour la danse, qui étaient complétés les dernières 2 années avec le prix pour l'éducation, pour tout ce qui est projet artistique qui encourage le dialogue interculturel et l'intégration sociale, et la dimension numérique, tout ce qui est innovation digitale qui permet de réfléchir à la création sur scène grâce à la technologie et de aussi utiliser le numérique pour toucher les nouveaux publics et de passer une introduction à quelqu'un nouveau pour découvrir ces formes d'art. Et ce qui rend ce concours si unique dans le monde, c'est que c'est un concours qui soutient les projets en cours de création. Donc, c'est pas pour décerner quelque chose à un projet qui a déjà prouvé son succès sur scène ou dans sa réalisation, mais c'est de vraiment encourager les projets au moment où ils sont encore en train d'être produits ou créés par les artistes et les porteurs de projets. Et c'est un peu comme la venture philanthropy pour le spectacle vivant. Et c'est aussi un pari parce qu'on prend aussi un risque, mais mesuré, pour soutenir ces projets. Et c'est vraiment grâce au soutien de nos mécènes que c'est possible avec Generali Van Cleef & Arpels, une fondation privée en Allemagne pour le prix éducatif, et depuis cette année avec Kearney qui soutient notre nouveau prix. Et étant donné que c'est une première pour nous cette année avec Kearney, on va lancer une petite vidéo pour vous présenter le prix numérique. Voilà, donc c'était une petite impression de comment le numérique et le spectacle vivant peuvent travailler ensemble et se inspirer mutuellement. Donc nous avons très hâte de voir ce qui va se faire dans ce domaine parce que vous pouvez déjà découvrir sur notre site les projets présélectionnés et nominés. Et je vous incite vraiment à les découvrir parce que ça touche des sujets d'actualité comme l'intelligence artificielle et où sont les limites, quelles sont les opportunités, mais aussi d'éventuels risques pour l'humanité. Il y a aussi des sujets comme le développement durable, tout ce qui est aussi les enjeux de notre planète aujourd'hui. Il y a aussi le sujet des droits de femmes. Il y a aussi tout le sujet de réinventer la vie dans les villes et comment ça a évolué aussi avec la numérisation et comment ça change aussi nos rapports humains. Donc vraiment une vitrine qui montre ce qui se passe aujourd'hui et interprété par des artistes d'aujourd'hui pour un public de demain. Donc c'est vraiment cette vision que nous avons de nous diriger vers le futur. Sur la prochaine slide,
vous allez découvrir vite fait aussi le cycle de ce concours. Donc, il y a notamment des maisons d'opéra qui postulent. Dans une deuxième étape, il y a une sélection qui est faite par le jury et en même temps, il y a aussi le vote public qui peut aussi contribuer à faire avancer des projets dans le concours. Et avant la remise de prix, il y a aussi une phase de levée des fonds qui permet aux projets qui sont nominés de lever des fonds à échelle européenne qui bénéficient de la réalisation de leur projet. Et tout se finit l'été avec une remise de prix pour honorer les lauréats. Voilà. Mais bien sûr, ce cycle est un peu, sera un peu modifié face au Covid. Et si ça vous intéresse, je peux vous donner plus d'informations là-dessus. Donc, on passe à la prochaine slide. Donc, comme vous avez pu voir sur les slides précédentes, il y a vraiment une grande variation de thèmes et de sujets qui sont présentés sur notre plateforme et qui sont soutenus par nos prix. Et nous avons vraiment cette vocation de créer une plateforme autour de l'innovation, le numérique, l'éducation et tout ce qui est renforcement des capacités et des capacités dans le secteur. Pour, par exemple, les nouvelles méthodes de lever des fonds, des méthodes de nouvelle production, etc. Et donc, nous avons créé des cercles de mécènes qui s'intéressent à ces sujets spécifiques et qui peuvent se rencontrer et échanger sur ces sujets-là. On travaille notamment avec des entreprises dans le numérique qui sont spécialisées dans la transformation digitale, qui voient aussi l'intérêt d'échanger ce savoir-faire avec le spectacle vivant. On travaille aussi avec des entreprises qui sont dans le domaine, par exemple, du coaching ou de la professionnalisation dans les entreprises, qui nous accompagnent aussi, notamment Variation Internationale, pour proposer un coaching pro bono pour les professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine culturel ou dans les institutions lyriques et chorégraphiques. Et aussi dans le domaine d'éducation, nous travaillons aussi, par exemple, avec la European Investment Bank Institute sur tout ce qui est impact reporting et comment améliorer son impact pour toutes les personnes concernées par les projets. Voilà. Et bien sûr, tout est accessible au grand public. Et cela nous amène à la prochaine slide. Donc là, vous voyez les 4 sujets et si cela vous intéresse, vous pouvez dans un deuxième temps regarder les vidéos sur ces 4 sujets que je viens de vous illustrer. Et on va passer à la prochaine slide. Et juste pour info, je viens d'être informée que certains d'entre vous ont eu du mal à visualiser les vidéos. On va vous envoyer les slides après avec les liens pour que vous puissiez regarder les vidéos chez vous après. Et donc, pour arriver à la conclusion de cette activité, l'impact que Fedora a pu avoir ces dernières années avec tous nos partenaires, c'était d'investir à la fois des fonds assez importants, plus de 1 million d'euros dans les nouvelles productions, qui ensuite ont permis aussi la réalisation de nouvelles œuvres, qui ont donné beaucoup de spectacles au niveau européen et international. Et qui ont aussi accueilli des grands publics, plus de 500 000 personnes qui ont assisté à ces événements. Et cette année, pendant la phase de vote, nous avons enregistré plus de 30 000 votes sur notre plateforme, c'est-à-dire des personnes intéressées et qui sont venues voter pour leur projet préféré sur notre plateforme. Aussi de tout le monde entier, et c'est ça qui est aussi l'intérêt, c'est d'attirer l'attention de nouveaux publics qui peuvent tout d'un coup découvrir le projet de leur choix sur notre plateforme, qui n'est pas forcément du même pays de la personne qui vote. Voilà. Et ensuite, on passe à la prochaine slide. Qu'est-ce que Fedora fait pendant cette ce temps de Covid? Avec notre équipe, nous avons fait une période d'adaptation assez vite et nous avons vu aussi l'enjeu pour le secteur. Donc nous, on a aussi essayé de proposer des nouvelles initiatives qui sont plus adaptées à cette nouvelle réalité. Donc on a tout de suite mis en place la retransmission des informations partagées par toutes les maisons d'opéra
sur notre site pour rediriger les publics vers les sites de nos membres, pour notamment pouvoir découvrir des œuvres en streaming ou des workshops, etc., pour avoir un peu une référence pour savoir où trouver quoi sur Internet. Et ensuite, nous avons aussi, en collaboration avec Creative Europe, la Commission européenne, trouvé un moyen pour rediriger des fonds vers les maisons d'opéra pour leurs activités en ligne, qui étaient, c'était des fonds normalement prévus pour l'événementiel, mais face à cette situation, la Commission a accepté de rediriger vers ces fonds vers les maisons d'opéra pour leurs activités digitales. Donc, nous sommes très contents de pouvoir aussi aider à aussi adapter tout le travail administratif au bénéfice des besoins les plus urgents des maisons d'opéra. Nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de structures qui ont lancé des emergency funds pour avoir des fonds de sauvetage en fait en cette période difficile. Donc nous allons aussi fédérer toutes ces informations sur ces différents fonds qui existent pour aussi inciter les visiteurs de notre site de pouvoir faire du bien aux institutions et comment le faire. Et last but not least, on va arriver sur la dernière slide, c'est en fait le point numéro 4. Nous sommes très heureux de collaborer avec le Transnational Giving Europe, qui est un réseau de fondations privées à échelle européenne, qui permet les dons transfrontaliers, parce que c'est vraiment un grand sujet qui n'est toujours pas résolu par l'Union européenne, c'est-à-dire une réglementation unifiée pour tous les pays en Europe qui codifie que le statut d'un don soit reconnu dans tous les pays si quelqu'un fait un don à une association ou à une organisation à but non lucratif en Europe. Aujourd'hui, c'est seulement possible de faire ça dans son pays, mais grâce au Transnational Giving, les dons peuvent aussi passer les frontières. Et pendant cette dernière année, nous avons créé une Steering Committee Group, aussi avec Common Goal, qui est une association allemande basée à Berlin, qui travaille sur le football et comment le football peut faire du bien aussi sur des projets sociaux partout dans le monde. Et on a collaboré avec eux, avec la Fondation Rebaudouin et la Swiss Philanthropy Foundation pour créer une version digitale de ce Transnational Giving, tout en intégrant les partenaires et fondations nationales. Et c'est avec iRaiser que cette solution sera lancée le mois prochain. Et c'est cofinancé aussi par Creative Europe. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 29 juin, quand nous annonçons les campagnes de levée des fonds de nos nominés sur le site, tout le monde peut y accéder et faire un don au bénéfice des projets de son choix, même si le projet est à l'étranger. Et on reçoit son reçu fiscal ensuite en fonction de la réglementation en place dans son pays. Mais toute cette procédure de don est numérisée et donc facilite le processus de philanthropie à échelle européenne. Donc on est très contente de pouvoir délivrer cette solution et la tester parce que le but c'est que cette solution ne sera pas seulement faite pour le secteur de l'opéra, la danse, mais qu'il sera aussi mis à disposition à tout le secteur à but non lucratif pour que demain, la générosité ne connaîtra pas les frontières. Voilà. Donc ça, c'est de notre côté les sujets sur lesquels on travaille. Et on arrive sur ma dernière slide concernant, oui, le plus important, tout ne serait pas possible sans le soutien de tous nos partenaires qui sont présentés sur cette slide, fédération de mécènes très généreux et aussi d'ailleurs certains membres aussi de la Chambre franco-allemande comme notamment Drooms ou ABL qui nous ont rejoints également ces dernières années. Voilà. Et si vous avez des questions, je serai très contente de vous répondre et je vois qu'il est 19 h. Donc, Mariam, peut-être tu voudrais rajouter quelque chose?